La réforme des retraites qui a été présentée et qui va être mise en œuvre par le gouvernement en France, c'est une réforme de type consolidation fiscale, comme il y en a eu dans d'autres pays d'Europe. Fondamentalement, le gouvernement veut faire des économies de dépenses publiques très rapidement, pousser davantage de personnes sur le marché du travail, et pour ça, il va mobiliser un bouton qui est le bouton retraite, qui a un avantage, c'est de rapporter pas mal d'argent assez vite et d'être activable rapidement. Le problème, c'est qu'au-delà simplement des masses financières, la retraite, ça concerne le quotidien de millions d'assurés, et que la réforme fait un changement brutal dans l'organisation de la vie d'actives et d'actifs, et notamment très brutal pour les personnes qui sont aux portes de la retraite. C'est-à-dire que concrètement, les deux gros points de la réforme, c'est de déplacer l'âge minimal de la retraite de 62 à 64 ans, d'allonger la durée pour avoir une retraite à taux plein à 43 ans, et de le faire très vite. Et donc il y a des personnes qui comptaient partir à la retraite là, c'est-à-dire au mois d'octobre, et qui vont être décalées en 2024, et puis des personnes qui comptaient partir dans 2 ans, qui vont être décalées dans 2 ans et 9 mois. Et donc c'est une réforme qui génère des économies assez rapidement, mais avec des effets pas toujours maîtrisés, voire pas maîtrisés du tout, et assez inégalement répartis. Il y a une différence entre le travail de pure recherche et le travail d'expertise et de connaissance de nos systèmes de protection sociale. La recherche, et notamment à l'université, essaye de se placer aux frontières de la connaissance en essayant de comprendre des toutes petites choses un peu nouvelles. Et puis il y a un travail d'expertise qui est de connaître au quotidien le système de protection sociale, et ce travail d'expertise, il est plus souvent produit et fait par les administrations. Alors en France, c'est l'ADRES sur les questions de protection sociale, la DARES sur le marché du travail ou sur les retraites. C'est synthétisé par le Conseil d'orientation des retraites. Et donc ce savoir, il est produit en permanence, mais c'est aussi le travail des universitaires de se l'approprier pour répondre à des grandes questions et des enjeux de politique publique, comme la réforme des retraites. Et donc, peut-être qu'une façon de contribuer au débat public, c'est de dire, sur une réforme, que ce soit la réforme de l'assurance chômage ou des retraites, il peut y avoir différents objectifs. Par exemple, de faire des économies, mais à quel prix est-ce qu'on va faire des économies? Et donc de mettre en balance les objectifs, ce qu'on espère gagner, est-ce qu'on va gagner de la croissance, est-ce qu'on va gagner de l'emploi, et le coût, et les coûts, ils peuvent se manifester pour les individus au chômage, en emploi, etc. Et donc c'est de formuler les questions de politique publique sous la forme d'un arbitrage sur lequel ensuite, selon sa propre existence, selon le contexte politique, enfin, un arbitrage qui, selon la position politique, ne sera pas le même pour chacun, mais au moins de donner les termes de l'arbitrage tels qu'on est amené à les connaître. Pour prendre l'exemple précis de la réforme des retraites, les projections des administrations pensent qu'en décalant l'âge de la retraite, on va augmenter l'emploi de 300 000. Les personnes qui sont en emploi, qui vont rester un peu plus tard en emploi. Mais on sait aussi qu'on va augmenter la précarité, les personnes au chômage ou au RSA, de 150 000. Et donc là, on a ce qu'on espère gagner, mais le coût social qui va être mis en face. Et ces éléments me paraissent extrêmement importants à être mis dans le débat public pour voir finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce qu'il faut des compensations ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Je pense qu'il y a deux choses. Il y a d'abord maîtriser des informations qui sont foisonnantes et mises au fil de l'eau. Combien il y a de personnes à la retraite, combien en partent chaque année, etc. Et puis il y a aussi quelque chose qui n'est pas vraiment une discipline universitaire, mais qui pourrait en être une, qui est la réflexion sur les politiques publiques. C'est-à-dire on a des connaissances en sociologie, de la vieillesse, du travail, en économie, dans d'autres disciplines. Et comment est-ce qu'on va mettre bout à bout ces connaissances pour faire face à un problème de politique publique qui est complexe? Et donc, il y a deux choses. Il y a un travail d'expertise, donner à connaître les éléments statistiques dont on dispose, mais il y a aussi organiser différents savoirs de différentes disciplines pour faire face à un problème de politique publique très concret. Je pense qu'on a la chance en France d'avoir un appareil de statistiques publiques très performant et qui délivre beaucoup de connaissances qui sont bien communiquée, pas toujours appropriée, pas toujours exploitée. Donc cette statistique publique, elle est par nature très indépendante, mais on sait aussi qu'elle n'a pas la liberté de parole que peut donner le monde académique, le monde de la recherche. Et donc, je pense que les précautions vis-à-vis de la statistique publique, c'est deux choses. D'abord, on peut lui suggérer des questions. Vous n'aviez pas regardé tel phénomène. Et puis, il y a aussi des précautions d'usage. Quand un chiffre est produit par l'INSEE, par l'ADRES ou la DARES,
Il s'agit de comprendre les conditions de ce chiffre, de savoir comment on peut l'interpréter, et pas de simplement l'utiliser comme un argument massue dans le débat. Souvent, dans le débat français, quand vous voyez apparaître un chiffre de l'OCDE, pas toujours avec les précautions d'usage, c'est un bon indice d'un argument massue qui va surgir sans bien comprendre ce qu'on dit derrière. Quand on travaille sur les réformes en train de se faire, y a toujours une vraie difficulté, c'est que le pouvoir fait d'abord de la communication avant de faire de l'information. Moi, j'ai observé ça sur les questions autour du RSA, de l'assurance chômage ou de la réforme des retraites. Il y a toujours une séquence qui est des fuites dans la presse, puis un dossier de presse produit par le gouvernement, et seulement après la possibilité d'avoir accès à la réalité des réformes. Et donc, quand un débat dure très peu, les médias qui ont besoin de s'alimenter vont d'abord reprendre les éléments de communication du gouvernement sans capacité de recul ou d'analyse, ou simplement parce qu'ils n'ont pas les éléments. Et donc le travail en temps réel sur les politiques publiques, c'est un petit peu une course contre la montre pour essayer de s'approprier les éléments et de se demander est-ce que les éléments de communication reflètent bien la réalité de la mesure, la réalité des arbitrages. Alors est-ce que les médias laissent la place à ça? Quand la réforme se fait très vite, pas toujours. Sur la réforme de l'assurance chômage, par exemple, il y a des chercheuses et des chercheurs qui ont fait ce travail, mais cette parole a eu du mal à être prise en compte. Dans le cas de la réforme des retraites, le contexte politique et social, la mobilisation sociale, a créé du temps et de l'intérêt pour les médias qui ont, au-delà des éléments de communication, cherché à comprendre. Et c'est dans ce temps qui s'est créé par le mouvement social qu'il y a pu y avoir de la place pour une parole plus précise ou plus critique. Si on essaye de tracer la cohérence des différentes réformes de la protection sociale auxquelles on assiste depuis les 5-10 dernières années, c'est, me semble-t-il, des réformes qui visent deux choses, à faire des économies de dépenses publiques, d'une part, mais aussi, principalement, elles visent le marché du travail. Elles visent à pousser à l'emploi, même dans des conditions dégradées, et à tout prix, et elles visent aussi à ce qu'on appelle remarchandiser la protection sociale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Traditionnellement, la protection sociale en France, elle a d'abord une vocation de sécurisation. La retraite sécurise le revenu des personnes âgées, le chômage sécurise le revenu des personnes privées d'emploi. Et donc c'est d'abord sa fonction d'assurer une sécurité. Et les transformations auxquelles on assiste, c'est plutôt des transformations qui visent à conditionner au travail et à un comportement conforme sur le marché du travail des droits supplémentaires. Et donc c'est le cas de la prime d'activité. On n'a pas augmenté les minima sociaux qui luttent contre la pauvreté, mais si vous avez des heures de travail, vous aurez des revenus supplémentaires. C'est le cas de la réforme de l'assurance chômage, où on a réduit les droits d'une part, mais on va les lier encore plus fortement au nombre d'heures de travail fait. Et puis on repousse les frontières de la retraite en disant charge aux personnes, même passées 60 ans, 62 ans, de trouver les moyens d'intervenir sur le marché du travail, même dans des conditions dégradées. Et donc la ligne un petit peu, c'est une ligne de remarchandisation de la protection sociale, pour l'attirer plutôt vers un instrument au service des politiques du travail, plutôt qu'un instrument de mise en sécurité sociale. Traditionnellement, en économie politique de la protection sociale, on cherche à expliquer un système national, le système français, le système allemand, par le fait qu'il a du soutien politique, et souvent on explique les réformes par un changement du soutien politique. Et là, on a une situation très particulière en France, c'est-à-dire qu'on a des piliers de la protection sociale qui sont très fortement soutenus, et notamment le système des retraites, et on a une réforme qui est très fortement minoritaire, qui va se mettre en confrontation avec un soutien à la fois des organisations syndicales, de la population. Et donc, une réforme qui prend à contre-pied non seulement l'opinion publique, mais même le soutien politique de gauche et même parfois, on l'a vu, de droite. Et donc, c'est un pari qui met en crise un petit peu la démocratie sociale. Et donc, ça ouvre une crise qui, pour l'instant, n'est pas résolue. C'est-à-dire, soit la demande politique majoritaire va trouver des moyens politiques, sociaux, institutionnels de réimposer la trajectoire qu'elle souhaite, soit après avoir fait la transformation et après avoir imposé par les faits, le pouvoir va réussir à trouver une ligne pour faire consentir. Mais pour l'instant, on est dans une situation très particulière où on a une réforme minoritaire imposée
par des moyens légaux, institutionnellement, mais sans soutien politique. Et ça arrive dans plein de domaines, mais c'est très rare dans le domaine de la protection sociale en France à ce point-là.